j'ai rattrapé ce que je considère comme la meilleure série Marvel de l'histoire, et j'irai même plus loin. Dans cette série, nous retrouvons la meilleure saison qui n'a jamais été faite côté Marvel en streaming sur les plateformes. Mais avant qu'on commence, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui, nous allons aborder la série Daredevil de Netflix de 2015 à 2018 sur 3 saisons avec Charlie Cox en Matthew Murdock et Vincent D'Onofrio en Caïd, en Wilson Fisk. C'est plutôt pertinent d'en parler maintenant puisque la série se renouvelle avec une nouvelle saison. Alors c'est un peu une nouvelle série, mais ça fait un petit peu suite aussi à ce qui a été fait par le passé. Daredevil Born Again qui sort là en mars sur Disney+. Donc c'est assez intéressant d'en parler, mais c'est vrai que je viens de rattraper ce qui pour moi est la claque de cette série Daredevil originale. Et avec le microcosme de cette série, donc l'univers, un petit peu les personnages, le ton, les intrigues qui vont revenir avec cette nouvelle série, c'est d'autant plus intéressant de s'y pencher, mais attention, on va l'aborder avec spoil, donc si vous n'avez pas vu cette série et que vous avez dans tête de la découvrir, allez-y, vous pourrez revenir après sur cette vidéo. Alors j'aimerais qu'on évoque en majorité la saison 3, tout bonnement parce qu'elle est plus fraîche dans ma tête que les deux autres, où ça fait quand même plusieurs années maintenant, 1 ou 2 ans que je l'ai découverte, et puis c'est celle que je trouve la meilleure. C'est vraiment celle qui pour moi a le plus d'impact émotionnel, qui va vraiment fouiller le plus en profondeur ces personnages avec des remords, en ne montrant pas le bien et le mal comme de simples concepts, essayer de faire d'un personnage une figure mal ou de bien. Non, c'est un mélange des deux et c'est ça qui va être le plus intéressant. Oui, certains pourraient faire la critique à cette saison d'être un peu une copie de la première. Pour rappel, la première, c'était cette fameuse lutte de Matthew Murdock seul face à un espèce d'empire qu'avait créé Wilson Fisk, qui contrôlait les institutions, qui contrôlait des entreprises, qui pouvait s'acheter n'importe quoi, tout simplement le chef, le baron de la mafia, qui avait tout New York ou tout Hell's Kitchen à sa solde, et donc c'était presque impossible de l'atteindre, ce que Matt Murdock va réussir in fine à faire à la fin de la série, et ça s'arrête là, il arrive à le faire emprisonner Wilson Fisk. Mais dans cette 3e saison, ce qui va être hyper intéressant, c'est que là où Wilson Fisk détenait la police, là où Wilson Fisk avait déjà une emprise sur un certain nombre de personnes et sur un certain nombre de groupes, il a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'au début de cette saison 3, il est en prison, il est surveillé, et on se dit que le système va faire son œuvre, qu'il va rester en tant que l'un des plus grands criminels qui n'ait jamais existé dans les rues de New York, qu'il va rester en prison pour le restant de ses jours, et que ça va se dérouler comme ça. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est comment la série et la saison nous montrent le processus par lequel il va gagner progressivement en pouvoir. Comment il va réussir à revenir à son poste qu'il avait quitté à la fin de la saison 1, et pas à pas, step by step, il va réussir à corrompre, il va réussir à faire peur, il va réussir en fait à se libérer de ces institutions, à se libérer d'un cadre légal et à reprendre possession de tout ce qui l'entoure et même de la police fédérale qui est le FBI. C'est très intéressant. Et c'est super parce que ça montre bien comment il s'y prend et comment on pourrait, et comment la mafia s'y prend pour semer la terreur et pour tout simplement gagner en influence. C'est le cas, et l'exemple est parfait, de l'agent Nadim dans la série Ray Nadim, qui est un agent du FBI avec des valeurs, avec une éthique, et qui en fait va se retrouver à un point donné face à un piège. Sans s'en être rendu compte, il est tombé dans le piège de Fisk, qui d'abord a empêché l'assurance de marcher pour qu'il soit ruiné afin de couvrir les frais du cancer de sa sœur. Ensuite donc, ça l'oblige à travailler d'arrache-pied au FBI pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et une fois qu'il est hyper dépendant, hyper accroché, que sa vie se suspend à son poste au FBI, et bien Fisk va lui proposer de soit le rejoindre dans les ténèbres, soit de perdre son poste et en réalité de mourir. Donc on voit qu'il n'a plus le choix et que même si c'est un gars bien, il se retrouve pris dans cet engrenage maléfique qui fait qu'il se retrouve du mauvais côté alors que ce n'est pas une mauvaise personne. C'est un personnage, je pense, qui est peut-être le meilleur dans cette série parce que c'est celui qui va non seulement avoir le plus de courage d'aller faire tomber Fisk, c'est grâce à lui, c'est un peu grâce à son sacrifice, il se sacrifie pour faire tomber tout un empire qui est en train de naître, et en plus c'est celui qui va se retrouver prisonnier, pris au piège de ce caïd qui a tout prévu pour se sortir de sa prison. Et on le voit directement
que le caïd va être celui qui va duper tout le monde, et à la fois duper, mais tout le monde est au courant de ses manipulations, pour essayer de laver son image, pour essayer d'avoir une vie paisible tout en faisant toujours les mêmes activités criminelles. Il est prêt à tout, et il est prêt à tout aussi pour retrouver et pour avoir près de lui sa fiancée, son amour, qui est Vanessa, qui vont finir même par se marier, parce qu'il a un côté, et c'est là que je trouve ça intéressant, même si il avait déjà Vanessa dans la saison 1, Wilson Fisk ici, il va se retrouver face à son horreur, face à un miroir de lui-même qui lui renvoie sa mauvaise image. Quand Vanessa dit oui, je ne veux pas être en dehors de tes activités, on voit qu'il est conscient qu'il n'est pas une bonne personne, ou en tout cas il est conscient que ses activités, que ses agissements ne sont pas normaux. Donc ça crée chez le personnage une profondeur, une grille de lecture supplémentaire par rapport à la saison 1, parce qu'il se retrouve à mettre en relation son amour et son travail, et on voit que l'amour peut quand même permettre de lever un voile sur ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est hyper intéressant une nouvelle fois dans la série. Et puis, il y a évidemment ce développement de Matt Murdock. Alors on peut aborder, avant d'aborder Matt, Karen Page qui a un épisode entier qui parle de ses remords, de son deuil, de sa culpabilité pour le meurtre, pseudo-meurtre de son frère, même si elle n'a évidemment pas fait exprès, mais on voit que la culpabilité la ronge. Elle a tué l'un des potes de Fisk, James Wesley me semble, mais elle est dans la culpabilité la ronge totalement, et elle ne peut plus faire autrement. Ça pareil, ce personnage-là qui en fait est hyper puissante et hyper forte et qui a un caractère qui prend une dimension supplémentaire quand on sait ce qu'elle a dû affronter, et ouais, c'est quand même chaud. Et on voit aussi quand elle est mise face à ses responsabilités, notamment face au fait de protéger ou non le secret de Matt qui est Daredevil, eh bien elle préfère l'amitié. Enfin bref, il y a plein de moments. Et de son côté, et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette saison, c'est qu'on va voir le développement de Karen qui va être omniprésente, Karen qui va avoir sa carrière de journaliste, voir elle permet un contre-pouvoir très intéressant, puisque grâce à la presse, donc grâce aux médias et grâce à la liberté d'expression permise dans cette presse, dans ces médias, c'est ça en fait qui va permettre de faire tomber Fisk. Donc on voit l'importance de ces libertés fondamentales pour empêcher l'émergence de courants autoritaires, de courants qui entravent en fait avec la justice. Les contre-pouvoirs, ça montre aussi leur force et leur absolue nécessité dans notre société. Donc ça c'est intéressant, et elle représente le journalisme, elle représente les médias, elle représente la liberté d'expression tout simplement. Et elle a cette profondeur supplémentaire quand on a son épisode sur son passé, le fait que son père ne lui parle plus, la rejette pour ce qu'elle a fait. Enfin voilà, sa situation est assez compliquée, c'est un personnage qui a de la profondeur, qui a du fond et qui est hyper attachante. De l'autre côté, on a la voix de la liberté d'expression, on a la voix aussi de la loi qui est finalement Foggy Nelson qui prend aussi une autre dimension dans la série, puisqu'on découvre sa famille. Encore une fois, on ne découvre pas que la famille de Karen, mais aussi la famille de Foggy, et on va voir aussi à quel point il va essayer de faire confiance aux institutions, lui qui est un lawyer, un avocat, qui finalement est là pour défendre la loi, et donc il veut tout faire dans un cadre légal. Il a décidé de se fier à la loi et à la justice pour régler tout ça. Et au final, on voit qu'il réussit. Donc là où d'une part Karen va représenter cette liberté d'expression, comme je vous l'ai dit, Foggy lui va représenter la loi et le respect des lois. On est presque face à une observance législative, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il défend la morale, il défend la vérité. Et lui, vraiment, il va défendre le système qui est en place. Je sais pas si ça fait de lui quelqu'un qui est louable ou si ça fait de lui quelqu'un qui a ses limites. On a presque l'impression que ce sont des figures allégoriques, que ce soit Karen, que ce soit Foggy, deux qui représentent des libertés et des droits qui vont être bafoués dans la série quand justement Poindexter va jusqu'à attaquer ce lieu, la rédaction, qui rappellent des événements qui ont réellement eu lieu, comme par exemple l'attentat de Charlie Hebdo ou d'autres choses comme ça. On va être dans l'entrave à ce qui est l'une des libertés fondamentales de la presse, qui est de
révéler la vérité, de montrer à la société quelles sont les manigances. En fait, évidemment que le journal et que le boulot de Karen Page pourrait être une influence pour Fisk. Imaginons que Fisk détienne un média, c'est fini. Mais là justement, c'est presque, encore une fois, une métaphore qui dit que Fisk essaye de s'incorporer, d'entraver cette activité, et essaye de s'immiscer à l'intérieur et de tout faire foirer, mais c'est plus fort que tout, puisque le bien est plus fort que tout. Et on a de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, les deux faces d'une même pièce, Foggy, qui va être clairement celui qui va aussi voir la justice entravée. Par exemple, quand Nadim vient directement au tribunal pour témoigner de ce qu'il a vécu, des meurtres dont il a été témoin, notamment à l'église et tout ça, et on voit que Fisk menace les membres du grand jury pour les empêcher de faire le bon choix et de respecter la vraie justice. Donc en fait, ce sont Foggy et Karen des allégories de deux institutions que sont la justice et la presse, ou en tout cas la justice et les médias, qui doivent être intouchables en fait pour des gens comme Fisk, pour des gens dont l'influence permet de s'attribuer du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça marche également pour des systèmes autoritaires, pour des totalitarismes, pour des dictatures. C'est les mêmes menaces qui pèsent à chaque fois. Donc voilà. Et d'un autre côté, on a Matt Murdock qui dans cette série, et notamment dans cette saison, et c'est encore plus vrai que vrai, il questionne même jusqu'à la religion, enfin sa religion propre qui est qu'il est catholique, et en fait le diable de Hell's Kitchen va se transformer presque en messie, alors que Fisk est toujours habillé en blanc, qui ne se salit pas lui-même les mains directement. Alors c'est différent de la saison 1 bien sûr, mais où il pourrait peut-être être lui proche de ce qu'on a l'habitude de représenter comme un ange. De l'autre côté on a un diable, et en fait on voit que non seulement ces deux concepts ne sont pas l'un contre l'autre, mais qu'en plus celui qu'on pense être l'ange est le diable, et celui qu'on pense être le diable est l'ange. C'est très intéressant parce qu'en fait, au début, Daredevil est considéré et Fisk est une ordure. Et plus on progresse, plus on voit que ce rapport de force va s'inverser, que Fisk est vu comme une bonne personne et que Matt est vu comme une mauvaise personne. Et en fait, c'est quand il se persuade lui-même d'être une mauvaise personne qu'on voit que le combat est perdu. Mais contrairement à ces deux amis qui représentent justement différentes composantes de ce qui fait le bon fonctionnement d'une société, lui va représenter quelque chose d'autre, quelque chose qui est même nécessaire, c'est le soulèvement. C'est le combat malgré tout. Alors, se faire justice soi-même, c'est un peu ce qu'il fait, mais en fait, il ne le fait jamais vraiment. Il va faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. Je pense que Matt, si ça devait être une allégorie, ce serait l'allégorie du manque de justice, en fait. Que si le travail était bien fait par la loi, par les cadres juridiques, etc., il n'aurait pas besoin d'agir. Et en fait, c'est peut-être ce diable de Hell's Kitchen, c'est peut-être cette justice qui ne fait pas son travail. Je le vois un petit peu comme ça, mais on voit qu'il se remet en question justement dans sa foi, et qu'en fait il va devenir presque comme un messager de Dieu, de sa religion. Enfin, il y a un truc qui va vraiment bien dans son développement, et ça c'est intéressant. Et en fait, ça fait un grand panel avec l'agent Ben Poindexter aussi, qui est un fou alors il est fou dangereux, mais il est malade avant tout, et c'est quelqu'un dont on n'a pas tenu compte. C'est quelqu'un qui a dû être laissé seul face à lui-même, alors que il est clairement malade, et il a besoin d'aide, et personne ne l'aide, et il est lancé, jeté, projeté dans cette société qui ne veut pas de lui, et dans laquelle il est obligé de cacher sa véritable nature. Et en fait, la place à laquelle il doit être, c'est dans un hôpital. Mais le travail n'a pas encore été fait. C'est en fait une série qui vient mettre la lumière sur les lacunes en fait du fonctionnement de la société, et d'une autre part qui va essayer de montrer la voie aussi. Là par exemple, on se dit bah oui, forcément lui, comment ça se fait qu'il soit arrivé jusque là où il en est, et donc il peut avoir droit de vie ou de mort sur n'importe qui alors que c'est un fou dangereux. C'est ça en fait.
Et pareil, le FBI, il y a plein de choses à questionner partout. Le FBI, qui est censé être la force protectrice, et qui, une fois aux mains de l'ennemi, peut devenir une menace pour les habitants qu'ils sont censés protéger. À quel moment on décide de refuser tout ça, de partir, mais ça montre, et ça montre très très bien, comme je vous l'ai dit, et comme on peut finir là-dessus, la corruption, vraiment. Mais comment ça marche? C'est pas forcément la corruption, on pourrait penser au premier abord que c'est ouais, je te donne 50 box et tu viens dans mon équipe et tu bosses pour moi. Non, la corruption c'est beaucoup plus différent que ça, c'est presque une obligation, c'est une tension permanente. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas en payer les conséquences. On va menacer ta famille, on va te menacer toi, on va te dire que tu vas perdre ton travail, on va te mettre dos au mur pour qu'au final tu n'aies pas d'autre choix que d'entrer dans ce système diabolique. Et ouais, il y a une construction aussi dans les épisodes qui fait qu'on s'ennuie jamais. Et ouais, clairement c'est un gros coup de cœur, donc je vous invite à la revoir si vous ne l'avez pas vu, et à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vu. Mais moi ça m'intéresse énormément, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.